Bienvenue dans la maison du vivant. La maison, c'est d'abord notre corps et ce qui s'y manifeste se reflète dans notre lieu de vie et nos relations. Dans ce podcast, nous explorons ces résonances entre intérieur et extérieur. Pour nous, c'est l'essence de ce qu'on appelle yoga. Partager tout ce qui nous rapproche d'une perception organique, intuitive et subtile de notre environnement. Une spiritualité incarnée, un approfondissement de notre lien avec les éléments naturels et la magie du quotidien. La maison du vivant, c'est également le nom de notre lieu de vie et d'accueil. Un terrain de jeu et de rêve, une forêt, une rivière, un rocher et une grande maison qui nous ont appelés au pied des Vosges. À travers des discussions, des méditations et des invités, notre cheminement activera peut-être des clés de conscience chez vous et dans votre propre maison. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la Maison du Vivant. Bonjour. Alors pour ce deuxième épisode, on voudrait parler du feu, l'élément du feu, qui est très présent pour nous depuis qu'on a commencé à rentrer et commencer à habiter l'espace de cette maison. Et pour ma part, je voulais vous partager un rituel du feu. Alors c'est une forme, on pourrait dire entre guillemets traditionnelle, mais voilà, c'est une invitation en fait à se mettre en relation avec l'élément du feu et à travers l'élément du feu se mettre en relation en fait avec le soleil. Donc le rituel qu'on pratique tous les jours pour se connecter à cet élément, c'est on a une petite pyramide en cuivre et pile au moment du lever du soleil et pile au moment du coucher du soleil, on fait une petite offrande de riz avec du ghee dans ce feu en récitant ce qu'on appelle un mantra, donc une vibration sonore qui permet de se connecter avec la vibration à la fois de l'énergie de la source de toute lumière, de toute vie, de toute nourriture dans notre système solaire c'est le soleil, mais le soleil lui-même tourne autour d'une autre source, etc., etc. Donc ça permet de se connecter le matin à la source de toute vie. Et le soir, on se connecte à finalement tous les représentants de cette source de toute vie dans notre quotidien. Donc le feu qui soit à la fois digestif, le feu qui est le feu de notre foyer, le feu qui nous permet de cuire nos aliments, le feu de la vue par exemple, qui nous permet de percevoir notre environnement. Le feu de l'amour. Le feu de l'amour. Donc tous les représentants finalement du soleil dans notre incarnation, dans notre vie quotidienne, et dans toutes les manifestations qu'il peut y avoir plus concrètes finalement. Qu'est-ce qui fait ce rituel ? Le fait de se connecter au soleil levant et au soleil couchant, en fait, ça permet d'être en relation avec ce moment où la nuit devient jour et le jour devient nuit. Donc le moment où les polarités dans la nature, dans notre environnement direct, et alors l'heure du lever du soleil et du coucher de soleil, elle change en fonction de notre localisation géographique. Donc c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. On est complètement connecté dans notre environnement direct à cet espace de rencontre, cet espace d'entrecroisement en fait, des polarités où on ne sait pas vraiment si c'est le jour ou si c'est la nuit, mais on est dans un espace entre deux. Donc dans un espace aussi qui n'est pas complètement défini. Est-ce que tu l'appellerais cet espace neutre ? Et qui pourrait résonner avec une notion de neutralité ou d'ouverture aussi pour moi ce que j'appelle connexion à l'inconnu, finalement à l'endroit où on ne peut pas complètement se définir, c'est finalement l'endroit où on peut vraiment écouter l'environnement et on peut écouter si c'est quelqu'un, si c'est une situation, si c'est un événement, on peut vraiment percevoir parce qu'on ne voit pas avec quelque chose qui est complètement déterminé. Et c'est vraiment cet espace qu'on cherche à connecter dans le yoga, cette fine ligne où les polarités se rencontrent et on est toujours dans quelque chose de nouveau finalement. On est en train de découvrir, on est en train d'expérimenter la découverte de quelque chose d'unique à chaque fois. On élargit nos perceptions et on aiguise peut-être aussi la subtilité de la perception.
Bah oui, c'est exactement ça. C'est par le fait, parce que c'est comme si finalement quand c'est défini que c'est blanc ou que c'est noir, que c'est chaud ou que c'est froid, bah, on est dans le domaine du connu et on est dans quelque chose qui peut être clair et une forme de zone de confort, mais qui nous fait rester dans une sphère qui est plutôt mentale, qui est de l'ordre du passé, de quelque chose qu'on a l'habitude. Ça résonne sur la notion des habitudes. Dans cette zone-là, on n'est pas dans le confort, on est dans un endroit qui n'est pas forcément confortable, mais qui est un endroit de découverte, où on peut découvrir ce qui est là en soi et découvrir une nouvelle partie de soi qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est pour moi l'essence alors, on appelle ça un chemin spirituel, mais c'est l'essence en tout cas pour moi de la quête spirituelle, c'est de pouvoir vraiment toujours être sur cette fine ligne pour découvrir des parties inconnues, des parties insoupçonnées. Sur un aspect totalement organique, là, au moment où on parle, on a cette mallette, on est dans un appartement. C'est quand même magique de pouvoir reconnecter avec cette flamme au sein même de la modernité qui nous relie directement à ce côté primitif, le feu. Enfin voilà, c'est ce qui a fait aussi l'évolution de l'homme. Donc c'est une continuité aussi dans le temps qui nous relie à quelque chose de rassurant et, voilà qu'on peut cultiver n'importe où en fait, puisque cette mallette, elle est aussi facile à transporter. Alors tu vas nous expliquer ce qu'il y a dedans parce que tu parlais du gui. Peut-être que vous ne savez pas forcément qu'est-ce Oui, que c'est, mais il y a aussi beaucoup de symbolique au sein même de cette mallette qui honore aussi l'animal de la vache dont tu vas nous parler probablement. oui, tu parles d'une mallette parce qu'il faudrait faire la photo pour montrer aux gens, mais parce que la petite pyramide, elle est dans une mallette pour que tout ça puisse se transporter partout où on va et que ce soit pratique d'utilisation. Euh, si on doit parler de la vache, ça va être un épisode à part entière, je pense. Mais, pour faire un peu succinct, la vache, c'est donc la résonance du monde animal, et c'est dans le monde animal l'animal, ou en tout cas une catégorie d'animaux qui sont conscients de leur propre processus de digestion. Donc, il y a plusieurs intestins, la vache, plusieurs phases dans le processus de digestion. Et c'est un animal qui nous amène dans un degré de raffinement qui est extrême, parce qu'en fait, on peut rentrer dans un peu plus de complexité, mais à travers ces cornes, en fait, elle capte l'énergie du cosmos, donc elle capte l'influence des champs magnétiques des planètes, donc comme elle nous relie déjà à cette notion de finesse, de perception, de l'équilibre de tout ce qui vit, de la création. Mouvement planétaire, Exactement. céleste, terrestre. Exactement. C'est-à-dire le fait que il y a une distance parfaite entre la Terre et le Soleil qui fait qu'on a suffisamment chaud, mais pas trop, que la vie peut émerger avec la Lune qui va jouer sur le mouvement de l'eau, etc. C'est ce qui permet un équilibre extrêmement fin qui génère la vie. Cette organisation, cet équilibre, la vache, elle le capte vibratoirement, donc c'est pas du tout intellectuel, c'est complètement vibratoire. Et à travers la conscience qu'elle amène de son processus digestif, tout ce qui va en fait émaner et être produit par la vache, donc que ce soit le lait, que ce soit son urine, que ce soit ses excréments, va être la bouse. Tout est chargé, saturé de conscience. Donc c'est comme si nous, notre conscience, elle est en haut, et tout ce qui va sortir de nous, d'une certaine manière, c'est l'évacuation des trop-pleins, des déchets, etc. Là, la vache, c'est l'inverse. La conscience, elle est complètement concentrée dans la matière, en fait. Donc, elle nous permet de connecter dans le monde incarné, tangible, dense, la subtilité, la finesse, le raffinement de ce qui est le plus spirituel. Donc, tous les produits, c'est pour ça que la vache, alors, en Inde, c'est évidemment, elle est considérée comme sacrée, mais il y a plein d'autres civilisations, on dit que l'homme descend de la vache. Chez les Égyptiens aussi, la déesse Hathor est représentée par des cornes comme une vache, et c'était la déesse mère en fait. C'était la déesse mère de toutes choses, et elle avait ce lien à la fertilité, à l'abondance à travers la vache. Parce qu'on s'est nourri pendant des années, enfin des milliers d'années aussi des fruits de la vache, donc du lait, qui est un concentré de vie. Elle concentre le prana, l'énergie vitale qui est contenue dans le monde végétal. Elle le concentre et elle le rend accessible à travers son lait de manière concentrée. Donc elle nous transmet toutes les informations de ce monde végétal concentré aussi dans l'herbe,
à condition, et c'est là qu'on en arrive à un problème, à condition aussi qu'elle soit nourrie et qu'elle puisse vivre en fait cette vie naturelle d'une vache qui peut brouter de l'herbe, avoir le temps de la mastiquer et voir le jour aussi. Parce que c'est pas le cas dans les abattoirs. Donc on a perdu aussi ce respect, cette révérence envers la vache à travers ces exploitations. Bah oui, malheureusement, elle est souvent, on lui coupe les cornes, qui sont sa connexion avec juste comme disait, le cosmos. Malheureusement, donc quand elle a plus ses cornes, elle a aussi plus de notion de son propre champ magnétique, donc son propre espace vital. Donc elles sont parquées aussi les unes proches des autres, donc c'est comme si elle était abusée en fait. Depuis sa plus tendre enfance, parce que bien souvent les veaux, on leur permet même pas de téter, parce qu'il faut que le lait, on le garde pour machin, etc. Donc les veaux, ils sont très rapidement séparés de leur mère. Donc depuis la plus tendre enfance, la vache, elle est abusée. Donc ça résonne bien évidemment avec des siècles et des siècles d'abus du féminin dans notre société. Et aujourd'hui, on s'offusque de dire non, mais je veux plus manger de lait, de boire de lait ou de produits de vache parce que mon intestin, donc on est allergique au lactose, etc. Donc on a une réaction de notre système digestif, c'est parce que en fait, on n'est pas en réaction par rapport au lait, on est en réaction par rapport à l'abus qu'on a fait collectivement. Alors, le monde animal et particulièrement à la vache, qui est, comme tu disais, une incarnation, enfin une représentation, c'est un symbole, en tout cas une émanation de la grande mère, en fait, La qui générosité donne abondante l'abondance. à travers ces gros Exactement. mamelons. Et c'est pour ça que ajouter ce ghee, justement, cette alchimie, parce que le beurre clarifié, en fait, du ghee, c'est une alchimie. Le lactose va être retiré petit à petit et il va rester l'or, cette lucidité, cette transparence qu'il y a dans le beurre. On va faire une offrande au feu. Ça permet aussi de ramener, quelque part, cette conscience sur la sacralité de cet animal. Mhm. Oui, bah, comme de la même manière qu'on dit que le pétrole c'est l'or de la terre, bah, c'est pareil. Le ghee c'est le concentré de lumière en fait auquel nous donne accès la conscience de la vache. Donc on utilise tous ces éléments qui sont liés à la vache. Donc on fait brûler de la bouse, on offre du ghee. Donc ça nous connecte vraiment à cette conscience fine de l'équilibre, la notion d'équilibre des polarités dans notre environnement et puis dans notre corps. Et ça nous permet de connecter à cette capacité aussi de concentrer notre mental, notre, de concentrer les énergies et d'utiliser finalement notre perception pour euh, digérer en fait, et métaboliser, alchimiser en fait les parties les plus denses, les agrégats les plus lourds de notre personnalité finalement. Se relier également au soleil et au feu dès le lever du matin, c'est quelque chose de naturel que tous les règnes font. Quand tu regardes les plantes, ce qui leur permet de croître aussi, c'est de s'ouvrir dès le matin au soleil pour pouvoir recevoir ce prana sacré en fait du lever du jour et ascensionner avec. Je sais que quand moi je suis dans des périodes alignées, je dirais, au cosmos, j'ai ce feu en moi en fait qui se réveille le matin. C'est comme un mouvement ascendant qui fait que j'ai pas besoin de réveil, je vais me réveiller en même temps que le lever du soleil. Donc quelque part être en harmonie entre intérieur et extérieur, c'est aussi avoir ça. Et je trouve que le rituel du feu nous ramène en fait cette perception fine aussi de la reliance qu'on peut avoir naturellement avec le soleil qui est relié à l'élément feu. Mm-hmm. Bah, qui fait aussi, enfin, je pense, qui fait que la sève monte dans les plantes, etc. Et puis quand une fleur, elle se déploie, elle s'ouvre complètement au cosmos, elle capte en fait ces influences subtiles et cette force de verticalité, c'est une manière de tendre bah, à travers la photosynthèse, elle tend vers la lumière, elle tend vers la lumière. Et nous, on a, je pense, cette mémoire dans nos cellules aussi du monde végétal et on tend à S'épanouir et cet accroître. épanouissement, exactement, cette croissance. Donc c'est une manière d'honorer en fait ce mouvement, de le reconnaître, de l'accompagner en fait en faisant ce type de rituel. Et comme tu dis, c'est extrêmement ancien. Alors là, ça appartient à la tradition indienne, issue des Védas, donc qui est
des premiers textes, les textes les plus anciens qu'on connaît à l'humanité, mais c'est des textes sacrés. Mais c'est un rituel, effectivement, qui est complètement universel et qui vient résonner avec des mémoires archaïques, parce que le feu, comme tu dis, c'est quelque chose de rassurant, parce que là où il fait froid, le feu, il peut à la fois nous protéger, il nous réchauffe déjà, d'accord? Il peut nous protéger, parce que si j'ai le feu, je suis protégé des animaux sauvages, donc il y a un truc complètement archaïque. C'est ce qui nous rassemble, parce que autour du feu, bah, c'était la tribu, donc il y a toute la notion d'appartenance autour du feu. L'étincelle de vie aussi, ce Big Bang primordial qui serait parti d'une étincelle et c'est de là que tout commence aussi, quoi. Ça nous relie à l'Adi, ce début. En fait. Ah, le feu du déploiement, pour le coup, de Oui. l'explosion, là je parlais du feu qui rassemble, mais c'est les deux faces de la même pièce, c'est clair, c'est clair. C'est vrai aussi, on parle de la magie du feu, mais quand voilà, dans beaucoup de rites ancestraux, tu vas faire une offrande au feu, tu vas envoyer une prière au feu en espérant justement que par cette montée, parce que la flamme en fait elle monte vers le ciel, quelque chose va redescendre et va nous être offert. Oui, le feu porte notre prière, en fait, c'est la manifestation, enfin la résonance directe de cet élan de verticalité, cet élan d'ascension, cet élan d'offrande, en fait, de soi à la vie avec un grand V. Bah, le feu le manifeste directement. Donc, faire un rituel ou offrir, par exemple, bah, ce qu'on est prêt à lâcher au feu, ou avoir une intention, donc ça peut être dans son côté transformateur, on offre quelque chose voilà, qui est un peu un agrégat, quelque chose qu'on a envie de changer en nous, parce que c'est la force de changement, le feu, par excellence, ou alors offrir quelque chose qui est encore en germe et qui demande à se déployer, donc une petite graine, et c'est ce qu'on fait, c'est pour ça que là, quand on fait le rituel, avec le gui, on met quelques graines de riz, comme vraiment l'aspiration à ce que nos potentiels germent complètement, se déploient et puissent s'offrir en fait au monde. C'est exactement ce qu'on fait à travers le Kundalini Yoga, quand on va aller réveiller les forces de vie à l'intérieur et le feu le long de la colonne vertébrale pour justement faire monter ce feu en nous le long de la colonne vertébrale et permettre à la conscience supérieure de descendre aussi. Exactement. Ouais. Donc dans le yoga, c'est, on va dire, peut-être plus intériorisé. La pyramide ou le temple, c'est notre corps directement, donc on réveille effectivement le feu à travers des mouvements, à travers des respirations, à travers des vibrations sonores, etc. Et c'est la même dynamique. Dans les rituels anciens des chamans d'Amérique du Nord, par exemple, ou d'Amérique centrale, ils faisaient des petites huttes enterrées dans le sol, dans lesquelles ils mettaient des pierres brûlantes, rouges, dans lesquelles ils mettaient des plantes, et puis de l'eau, et puis ils se mettaient au contact de ça, complètement fermés, pour se mettre complètement au contact du feu en eux-mêmes. Donc ça, c'est une autre manière, un peu plus intense aussi, d'être en contact avec le feu, et aussi d'une manière collective, et d'utiliser le feu extérieur pour réveiller en fait ce feu intérieur. Alors d'un point de vue plus pragmatique, j'aimerais quand même qu'on explique à quel point l'Agnihotra aussi fait l'objet d'études scientifiques, là où on va faire des rituels d'Agnihotra. Dans certaines fermes, il y a des fermes d'Agnihotra, on honore le feu et il n'a pas besoin de se manifester à travers des incendies. Et on s'est rendu compte que certaines fermes qui pratiquent l'Agnihotra vont à la fois être beaucoup moins polluées, l'atmosphère va être beaucoup plus pure, et c'est des endroits où le feu n'a pas besoin de s'embraser, et donc c'est les seules fermes qui sont protégées de l'embrasement de feux plus des incendies vastes, de forêt. D'incendies de forêt, ouais. Bah, en fait, quand il y a un feu ou qu'il y a beaucoup de chaleur, la présence qui est nécessaire à un endroit du feu, c'est parce qu'il manquait d'une certaine manière. Donc, il peut venir sous sa forme destructive quand il n'a pas été honoré. Et donc, dans ce cas-là, il nous montre la destruction, il nous montre toutes ces espèces qui brûlent, et ces arbres qui brûlent, etc. Mais quand il est honoré dans sa dimension justement d'équilibre, dans sa dimension d'expansion, dans sa dimension de rassemblement, etc., le feu, il n'a pas besoin de se manifester dans sa nature destructive. Donc c'est les deux faces de la pièce, en fait. Si on ne le voit pas, il va nous montrer ce que nous, on ne voyait pas, parce que c'est ce qui se passe quand avec tous les incendies en ce moment. Voilà, quand on voit ces forêts qui sont décimées, on connecte à cette tristesse, mais qu'en fait, c'est la tristesse on n'a pas pu honorer la vie quand elle était là, donc il faut qu'on voit quand elle n'est plus là pour voir à quel point elle est précieuse. Il faut trouver cette dimension sacrée.
Ouais, la clarté en fait et la gratitude, parce que c'est aussi ça, c'est la gratitude, le feu de la gratitude, honorer que voilà la préciosité, le côté précieux de chaque chose. Et le feu va nous montrer ça en nous l'enlevant. Montrer, voilà. Donc si on n'utilise pas positivement en disant merci, 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 il va nous l'enlever en disant oh. Et là on va vivre l'absence. Et à travers ça, on a une possibilité de reconnaître la valeur et de reconnecter cette notion de révérence. Parce que fondamentalement, le feu nous ramène à la révérence. Ça, je pense que c'est archaïque, ça va dans les arcanes de l'humanité, mais le feu brûlait, le feu tuait, le feu est dangereux en fait. Le feu nous montre, nous connecte au côté menaçant aussi de la vie. Le fait que la vie, elle est éphémère. Tout peut partir en fumée. Exactement. Il y a quelque chose de très beau aussi quand tu fais un feu, c'est une fois que le feu est terminé, toutes les cendres deviennent blanches. Comme si on revenait à une certaine pureté une fois qu'on a épuré, cramé à l'intérieur de nous. Tu te rappelles le séjour qu'on a fait dans un ashram dans le sud là, cet été où on passait des heures à méditer devant le feu. C'est très éprouvant. Et à la fois, quand on arrive à la fin, il y a ce miroir de la cendre blanche où on a l'impression d'avoir purifié beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de peurs, enfin toutes ces choses qu'on abandonne en fait dans le feu et on ressort beaucoup plus léger. Ouais. Ouais, ça ramène à l'humilité, c'est qu'au final, il reste, de toute façon, on n'est pas grand-chose. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, je pense que ça va leur donner envie de tenter. Qu'est-ce que tu conseilles? Où est-ce qu'on peut se procurer, par exemple, une mallette d'Agnihotra? Il y a un site en Pologne où ils font ça justement, ils ont des vaches, ils produisent, donc ils font sécher la bouse, etc. Et ils proposent des mallettes pas chères en plus, avec toutes les instructions pour réaliser le rituel. Il faut dire que une application très intéressante de ce rituel-là, c'est dans l'agriculture. Parce que c'est un endroit, tu disais, ça évite d'avoir les feux d'incendie, mais c'est aussi un endroit où l'ensemble des règnes vont être respectés, parce que le feu, c'est tout le processus de transformation qui permet la connexion aussi entre les différents éléments et les transformations, les connexions. Donc il y a vraiment des sources qui réapparaissent là où il n'y avait pas d'eau, la radioactivité s'en va, il y a des éléments très concrets. La fertilité, quoi, revient. Ouais, quand l'Agnotra est pratiqué vraiment matin, soir, et puis il y a aussi un rituel pendant la journée spécifique, on peut utiliser ensuite, donc il y a beaucoup plus d'abondance. Pareil, la régulation du coup, de tout le règne animal avec les insectes entre guillemets parasites, etc., ils vont être régulés d'eux-mêmes avec le feu, parce que c'est comme si l'intelligence de la création était honorée en fait. Donc il y a vraiment quelque chose qui est dans l'équilibre, qui se fait de manière comme si les choses étaient réglées dans le subtil, parce que l'extérieur est toujours un reflet de notre intérieur. Donc si je suis pas clair à l'intérieur, mon jardin va me montrer où est-ce que je suis pas clair. Donc il va montrer l'invasion à travers des limaces, à travers un insecte, une coccinelle, un truc, un machin, je sais pas trop quoi, mais bon bref, le déséquilibre que je vis en moi va se manifester à travers les règnes du vivant dans mon jardin. Si j'honore ça, et l'équilibre matin, soir et au milieu de la journée à travers un mantra justement qui chante l'abondance de la création et l'équilibre de toute chose, mais ça n'a pas besoin de se manifester, puisque ça a été clarifié à un niveau subtil et ça a été clarifié à un niveau intérieur. Donc pour les écolieux, si vous nous écoutez et que vous faites partie d'un écodomaine et que vous êtes dans la permaculture, on vous invite, justement, c'est ça qu'il y a de bien aussi quand on est plusieurs, parce qu'on n'a pas forcément toujours la possibilité d'être régulier, de le faire matin et soir. On peut aussi se relayer dans un écodomaine pour honorer le feu du matin au soir, sans qu'il y ait forcément une discontinuité, pour vraiment profiter de tout ce que ça va venir apporter aussi sur un lieu où on cherche l'autonomie et l'abondance. Du matin au soir, tu veux dire un feu en continu Le matin et le soir. Ah oui, le matin et le soir, ouais. Au moins, je sais que ça existe aussi, parfois en Inde, on fait ça du matin au soir et chacun se relaie. Mais ça, c'est des périodes spécifiques où il y a besoin c'est des rituels plus intenses, alignés avec des configurations planétaires particulières. Mais c'est clair que ça invite aussi, comme c'est ce côté fédérateur du feu, parce que ça va aussi
grandement aider les liens des différents membres de la communauté. Parce que c'est pareil, les moments où il y a les discordes, la colère, le conflit, etc., c'est le feu qui se cherche en fait. Donc le feu, il peut être honoré sous forme de gratitude en honorant les qualités de notre prochain, ou il peut être utilisé sous forme de conflit pour aller critiquer mon voisin. Ben c'est exactement le même feu en fait, c'est juste qu'il est il est d'un côté des phases positives, de l'autre côté des phases négatives, mais c'est exactement le même feu. Donc ça marche aussi pour les couples. S'il y a trop de feu Ça marche pour les dans le couples. couple qui n'est pas canalisé, la petite mallette d'Agni-Audra partout où on va. Et c'est vrai que voilà, sur des lieux, après on peut faire des ongans avec les cendres de l'Agni-Hotra qui sont extrêmement puissantes. Donc là, il y a des pharmacopées énormes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ça aujourd'hui, mais par exemple, on peut mélanger du ghee avec des cendres, les mettre sur des plaies ou sur les arbres. Quand ils ont été blessés ou ils ont été coupés, on met ça, etc. Ils guérissent beaucoup plus vite. Sur le troisième œil aussi, entre vos sourcils, pour oui, alors après on peut le mettre sur le corps, effectivement. Ouvrir la clairvoyance et les perceptions subtiles. Les yogis s'enduisaient en fait de cendre, en fait, dans l'idée de se rapprocher de l'essentiel, parce que c'est ce que tu disais, quand cette cendre blanche, les phénix yogis qui renaît, quoi. c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on les voit, complètement recouverts de cendre dans les lieux de méditation là, en Inde, au bord du Gange. On va, dans le lien du podcast, vous pourrez retrouver les informations si vous souhaitez vous procurer, en savoir un petit peu plus sur l'Agni-Hotra et vous procurer du matériel. Ouais. Et pour parler de la résonance un petit peu avec le lieu, c'est clair que ça permet, en tout cas pour moi, ça m'aide beaucoup à avoir aussi une faculté de discernement par rapport à toutes ces énergies qui sont là sur un lieu. Là, en plus, nous, c'est un lieu nouveau qui a toute une histoire, etc. De voir comment on peut vraiment utiliser les ressources et les énergies qui sont là, et pas de se dire on veut s'en couper, mais à travers l'élément du feu, il y a cette confiance que je peux prendre cette énergie et l'assimiler. C'est-à-dire que je ne vais pas être embarqué par l'énergie de l'autre. Je vais pouvoir utiliser l'énergie de l'autre, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, parce que j'ai la capacité de l'assimiler et en faire une ressource par rapport à ce que moi je suis en train de faire, par rapport à mon mouvement intérieur, mon intention. Et c'est ça un feu fort. Ça nous donne cette capacité de discernement, de se dire ok, tout peut être ressource. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est honorer l'ombre aussi. Ah bah complètement, ouais. La confiance dans le feu, c'est la confiance que ce soit positif, négatif, j'ai la capacité de le métaboliser, j'ai la capacité de... Parce que c'est ce que fait tout le système digestif, finalement. Il prend, à travers un aliment, il va prendre, il constitue des 5 éléments, un équilibre des 5 éléments, et tout le système digestif, ça va être de prendre chaque élément, et puis de le réarranger, et de réorganiser ces 5 éléments à l'intérieur de notre corps, et de le faire nôtre, c'est-à-dire d'une pomme à l'extérieur à moi, à travers mon système digestif, ça devient ce que je suis. Partie de moi. Et ça, c'est vrai avec un élément physique, ça paraît évident, mais c'est vrai avec les pensées, et c'est vrai avec les émotions, et c'est vrai avec les mémoires d'un endroit. Oui, c'est pour ça que on dit dans le yoga de la nutrition, quand vous prenez une pomme, commencez déjà par la chauffer un peu dans votre main. C'est-à-dire, vous mélangez vos particules à ces particules pour créer comme un petit feu d'amour, entre guillemets, une chaleur relationnelle qui fait que vous allez mieux l'assimiler et qu'il y aura un échange, une ouverture de ces parties les plus éthérées, les plus subtiles qui vont davantage vous transmettre ce qu'elles ont de meilleur à vous transmettre. Donc la digestion commence déjà dans la prise de conscience au niveau de la main, ensuite dans la mastication. Il y a des étapes clés à respecter pour pouvoir s'essentialiser, entre guillemets. On pourra faire une émission à part entière sur la nutrition et justement... Ouais. C'est tellement vaste. Je pense qu'on est déjà pas mal pour cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci à vous. Et vous pouvez toujours nous retrouver sur Instagram, La Maison du Vivant, pour suivre nos aventures. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.